Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Les références dans le courant de ce numéro, comme d'habitude, les références de la petite histoire que vous allez entendre dans quelques secondes, le temps, oui, les lunettes dans le bon sens, le bouquin à la bonne page. Alors, voici. À 15 ans, à 15 ans, comme une sédition avait éclaté à Bagdad, elle était montée la nuit sur la terrasse de sa maison et elle regardait un incendie avec une curiosité si abandonnée qu'elle avait laissé son visage se découvrir. Un jeune chef qui menait le pillage dans le feu et qui était aussi prompt et simple que son étalon, à peine l'avait-il aperçu dans la splendeur qu'il avait bondi à terre, avait envahi la maison et l'avait arraché à ses esclaves. Puis, abandonnant son serment de fidélité à Abdoul le prétendant qu'il avait recruté pour conquérir le trône, abandonnant sa troupe, il s'était élancé seul hors de Bagdad et avait galopé sans arrêt jusqu'à trouver une complète solitude. Renversée en travers de la selle, elle avait, à un moment, gémi, puis, s'enlaçant à lui, avait cherché une position commode. C'était au bord du fleuve, bien en amont de la ville, qu'il s'était arrêté. Il avait glissé de sa selle et son fardeau silencieux tomba devant lui sur ses pieds, souple bien que meurtri. Le voile était soigneusement ramené. Il lui dit: «T'ai-je vu?» «Je ne sais pas. En tout cas, je t'ai aimé. Si tu écartes ton voile, je suis sûr que je continuerai à t'aimer. Et si je n'écarte pas mon voile, puisque tu me vois, c'est que tu ne m'aimes pas.» Il sortit son poignard et eut peur, mais se prépara alors à tout refuser. Il dit: «Je me poignarde, tu prends mon cheval et tu rentres à Bagdad. Tu m'as plu, dit-elle au premier coup d'œil. C'est pourquoi tu as pu m'enlever si facilement, beau fou, mais aime-moi sans me voir.» Elle lui laissa arracher tous ses voiles, sauf celui de son visage. Sur le sable de la rive, éclairé par l'aurore, il vit, adora et posséda un corps dont la beauté ingénue parla et s'exclama aussi bien qu'un visage nuancé. Un sein peut crier le désir, la gratitude, l'admiration aussi bien qu'une joue. Dans le plein jour et la chaleur, elle finit par s'endormir. Il avait su qu'elle était vierge, mais il s'extasiait doublement car chez Bedoupia, la foudroyante intuition de l'amour annonçait l'expérience la plus accomplie. Il fut pris d'un respect sans mesure pour une disposition prodigieuse, et il s'étonna d'être l'appariteur d'une pareille destinée. Ce jeune aventurier était borné, mais il le sut aussitôt, et il y avait en lui un élan très pur qui le haussa au sublime de sa chance. Accroupi à côté d'elle, nu parmi ses longs cheveux qui écoulaient leur ruisseau dans le sable, il resta longtemps immobile, rappelant ses forces. Cet animal connaissait que sa beauté n'allait pas jusqu'à la beauté humaine, et qu'il n'était pas digne de l'événement considérable qui prenait forme là, sur ce sable. Le seul sourire de ce ventre avait tant de souveraineté qu'il le rejetait dans la foule des insignifiants. Elle s'éveilla et ne fut pas bien étonnée. Il lui dit enfin, quand il fut sûr de la fermeté de sa voix: «Je ne suis qu'un sabre et je t'ai frappé. Tu as accueilli le coup parce que le sabre est bon.» Elle frémit un peu, mais ne répondit pas. Alors il avança une main humble vers son visage, qu'il caressa une seconde à travers le voile, puis il se leva vite et alla vers son cheval qui paissait tout proche. Il le rebrida, puis l'amena plus près d'elle. Il passa aussi la main sur le beau visage si tendre de l'étalon. Ensuite il s'éloigna sans plus regarder ce corps sans tête qui demeurait immobile. Il disparut derrière un rocher. Au bout d'un moment, l'étalon poussa un long gémissement et fit quelques pas vers le rocher. Alors, Beloukia se leva et l'empoigna par la bride. L'étalon frémit, se piéta, puis s'apaisa, déjà sûr de son obéissance.
Elle le laissa et, ayant abandonné son voile, elle alla se baigner dans le fleuve. Son visage était celui d'une jeune fille, mais sa magnifique naïveté, sa magnifique naïveté était celle de la passion de vivre. Elle se lava, nagea, revint à la rive, se sécha au soleil et se recouvrit de ses vêtements, siffla le cheval et partit pour Bagdad. Au moment où elle aperçut des vautours qui fonçaient sur le rocher, elle frémit comme elle avait frémi au moment où, à genoux près d'elle, il avait prononcé sa sentence contre lui-même. Mais elle accéléra la course de l'étalon. Autant que le jeune guerrier, elle avait pris le sens de sa fatalité, de sa magnifique fatalité. Cette aventure demeura inconnue. Je vous donne les références en cours de numéro. Alors j'ai hésité un petit moment avant de me décider à enregistrer ce numéro autour du 80e anniversaire de la disparition le 15 mars 1945, le grand bond pour Pierre Drieux-La Rochelle, oui, ce numéro sur les 80 ans de sa disparition. Mais avant, en guise de préambule, si vous permettez, vous allez comprendre, oui, très vite, pourquoi cette anecdote. J'écoutais une interview, une des dernières accordée aux médias américains par le grand artiste Mébius en 2010. Il évoquait ce qui devait, manifestement, ça devait être le premier choc dans son existence, ce qui avait été. Il avait 5 ans à la Libération, c'était encore sous l'occupation, on l'avait emmené au cinéma voir un film allemand, c'était Les Aventures du baron de Munchausen. Oui, on a compris ce qui dut être comme le premier choc d'ordre visuel et esthétique dans sa vie d'artiste, ce film, mais ce qui l'avait avant tout marqué. C'était que, avant que les lumières dans la salle ne s'éteignissent, c'était ce verre. Il n'y avait que du verre, c'était du verre partout autour de lui et d'aucuns auraient alors sur le coup pensé que, oh, oui, l'artiste comme il était coutumier allait nous sortir là la symbolique bien connue sur et un brin cliché au sujet des artistes et du rapport au verre des artistes et d'embrayer illico sur autre chose, hein, comme il était coutumier dans ses discours, mais non, du tout, c'était le vert, c'était simplement le vert des uniformes, le vert des soldats allemands. Il n'y avait, pour ainsi dire, que des Allemands en uniforme, des soldats allemands dans la salle. Et tout ça pour en arriver à dire que nos rapports à l'art, comme nos rapports aux livres, à la littérature, et j'y reviendrai aussi en cours de numéro, si à un moment on va y revenir, ça peut tenir aussi bien comme d'une gêne et comme d'une aimantation, à la fois de la gêne et de l'aimantation, hein. En quoi nos rapports aux livres, ça tient bien, et là vous élirez le vert ou la couleur que vous voudrez sur le coup, mais ça tient bien pour sûr d'une contrariété. Alors j'ai hésité avant ce numéro sur Drieux, c'est que je me disais: «Est-ce que ça ne va pas être un peu lourd déjà la semaine dernière?» Et c'est pas fait exprès. Je ne l'ai pas coordonné exprès de la sorte 2 semaines de suite, mais nous évoquions, il est vrai, et leurs parcours respectifs n'ont pas été les mêmes, mais nous évoquions la semaine dernière la destinée de Lisa Bressner, et Lisa fait partie, comme Pierre, de ce que j'appelle mes grands oiseaux noirs en littérature, mes grands oiseaux noirs. Alors je me suis dit aujourd'hui, dans ce numéro, au besoin, si ça peut vous rassurer, nous ne passerons pas notre temps à essayer d'analyser les motifs qui l'ont amené aux engagements politiques qu'on lui connaît, à partir d'une époque. Pas aujourd'hui, il y aura tout au plus quelques infos, quelques anecdotes où fatalement on ne pourra pas faire autrement qu'aborder le champ historique. Voilà, je dis bien le champ historique, mais pas ça aujourd'hui. Et je ne voulais pas davantage donner l'impression, c'est pas du tout, croyez-moi non plus mon but, je ne voulais pas donner l'avantage d'une certaine complaisance dans le morbide, certainement pas, hein.
sans prétendre la jouer pour autant, sur un ton, sur un mode léger, non, tout de même pas sur un mode léger et hédoniste, mais néanmoins, le livre que vous allez voir maintenant, hein, le 1er qui va apparaître à l'écran dans ce numéro, un bouquin de 2018. Le premier sur Drieux, sur lui que vous allez voir apparaître si vous débutez ou non avec lui. En tout cas, c'est un bon début. Oui, c'est un bon début comme un autre. À titre biographique, sous forme d'abécédaire, un livre que l'on doit à, oui, on le doit, grand monsieur, à Julien Hervier. Hervier, on a dit de lui que ses traductions d'Ernst Junger, pour ne parler que de celle-là, traduction d'Ernst de l'allemand au français, c'était du même calibre que ce que Baudelaire en son temps avait fait de l'anglais au français avec Edgar Allan Poe. Oui, et en 2018, Julien Hervier nous proposait à la NRF cet abécédaire qu'il avait intitulé Journal de des amours. Je l'ai posé, oh ben, il doit être, oui, ben vous connaissez avec moi, on a l'habitude, il y en a toujours un comme ça qui permettait une petite seconde. Ce serait franchement regrettable. Voilà, pardonnez-moi. Oui, bon, je suis incorrigible. Drieux-La Rochelle, une histoire de désamour, un essai sous forme d'abécédaire, agencé sous cette forme d'abécédaire par Julien Hervier. Je vous lis un petit fragment comme ça dans l'article Alcool. Oui, alcool. Dans son journal, Drieux se lamentera abondamment sur le triste état physique où l'on conduit ses débordements de jeunesse, et en particulier sur sa maladie de foie, qui l'oblige à faire des cures à Vichy en 1938 et 1939. Au seuil de sa première tentative de suicide, qui n'échoue que par un étrange concours de circonstances, il demande encore une fois à la vertu festive du champagne. Oui, il demande encore une fois à la vertu festive du champagne d'apporter une touche de légèreté à son adieu au monde. Après une dernière promenade dans son cher jardin des Tuileries, il savoure aux Tuileries, oui, il savoure une forme de sérénité. Je bus, dit-il, une demi-bouteille de champagne que je retrouvais par hasard. Tout était parfait, tout concentré dans une minute. Voilà, ça c'est dans l'article alcool, un des articles constituant ce bouquin, ou constitutif de ce Drieux, une histoire de désamour d'Hervier. Et le texte d'introduction, oui, ce récit, il est tiré d'un roman de 1936 de Drieux. Il s'agit de Beloukia. Et c'est pas l'objectif du jour non plus, il faudrait un numéro complet pour ça, pour évoquer, pour analyser, tenter d'analyser la fameuse amitié Aragon-Drieux. Oui, il faudrait au moins un numéro complet pour ça, vaste sujet. Je ne suis pas certain d'être le premier à mettre le doigt là-dessus, mais ce serait intéressant en regard avec Beloukia. Oui, ce point, je ne dois pas être le premier à mettre le doigt sur ce point-là. Ce qu'ils ont fait à un moment dans leur parcours respectif, dans leur œuvre, en se tournant dans la direction de l'Orient, de la littérature orientale, et en particulier de ce fameux divan de la poésie arabe classique, ou si vous préférez, ce divan de la poésie, le divan de Majnoun, le fou de Leila. Alors, regardons du côté d'Aragon, le titre déjà de l'ouvrage qui sera concerné, franchement, n'est pas des... Ça ne trompe pas le fou de Leila, et ça donnera chez lui. Il va se baser sur son histoire avec celle dont il fait la rencontre en 1927 et qui restera sa compagne jusqu'au décès de celle-ci en 1970. Elsa Triolet, alors on passe du fou de Leila
au fou d'Elsa, ça ne trompe pas et on dit que c'est qu'il a fait là un de ses meilleurs bouquins, un de ses meilleurs recueils de poésie. Drieux, lui, en prose, il est parti en prose. Je vais vous montrer la couverture de ce Belluccia de 36 dans l'édition. C'est l'édition dans la collection L'Imaginaire de la NRF. Oui, Belluccia, avec cette inscription, je me souviens, mais au temps où j'enseignais encore, mes étudiants arabophones, oui, je leur posais la question et forcément, oui, oui, je pensais que ça devait signifier tout simplement le nom de l'héroïne, ses caractères, et ils s'empressaient de me donner raison, mais en, en précisant tout de même ce qui était fort utile, fort intéressant pour votre serviteur, que en langue arabe, ce mot-là, dans notre langue, monsieur, ce mot-là, il n'existe pas, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. J'en déduisais que Belluccia, le nom de son héroïne, que Belluccia, c'était une pure invention de Drieux. Et c'est clair qu'on se balade dans un Orient, un Bagdad qui est assez fantasmé, un Orient médiéval assez fantasmé, et assez peu, oui, peu rigoureusement, on va dire ça, peu rigoureusement documenté dans son chef à lui, à Drieux, et il se base, lui, sur une histoire avec l'une de ses maîtresses. Sur son histoire, au sein des maîtresses de Rieux, parmi les attributs de cette dame, assurément, il y eut c'était la plus riche, et je m'empresse ici de préciser, la plus absolument, riche de toutes, Christiane Renaud. Christiane Renaud, l'épouse de l'industriel de l'automobile Louis Renaud. Hein, il y a projection dans ce livre, Belluccia, bon, bah, allez savoir c'est qui Belluccia, l'héroïne que nous avons déjà croisée. Dans la fleur de son adolescence, avec ce récit d'ouverture, allez savoir c'était qui Belluccia, et Drieux se projette sur le personnage du poète Saïb, c'est bien connu. Chez Drieux, vous êtes poète, vous êtes artiste, alors vous êtes soit guerrier, soit prêtre, hein, oui, ou guerrier ou prêtre, hein. En général, un artiste, selon lui, c'est fait pour donner l'un ou l'autre. Ici, on a un poète, pour sûr, qui tient davantage, dans le chef de Saïp, de son personnage, davantage et bien davantage du guerrier là que du prêtre, hein. L'histoire de Belluccia et de Saïb. Et on peut aussi voir ça comme l'histoire d'une relation triangulaire, car le chef des armées, le vizir, je pense au service du calife, mais c'est l'homme le plus puissant à l'époque dans le récit, renvoie lui à l'industriel dont nous avons déjà donné le nom. Ce ne serait pas trop s'avancer au temps où il sera devenu dans le monde des lettres, l'écrivain, ce qu'on appelle un proscrit, un réprouvé dans tout son isolement, dans toute sa solitude des derniers temps. Et on y revient tout de suite. Ce n'est pas s'avancer du tout que oui, c'est probablement à elle qu'il aura le plus songé, le plus intensément, à Christiane, pour sûr. Léla, ça, Léla, à lui. Léla, la nuit, ou sa lumière dans la nuit, comme vous voulez. Et le livre, Belluccia d'ailleurs, il y a cette citation de Racine, oui, de Racine. Belluccia commence par cette citation: «Et nous avons des nuits plus belles que vos jours». Je pense que oui, ça boucle la boucle, hein. Oui, la boucle est bouclée, ça dit tout. On regarde ça, la nuit, Léla, ça, Léla, c'était Christiane. Ce n'est pas s'avancer du tout, et pendant ce temps, pendant, Aragon, de son côté,
fin 1944, on va dire. Aragon, il venait de publier son roman Aurélien. Et Aurélien, ben Aurélien, son personnage d'Aurélien, c'est son livre, son roman à Louis. Aurélien, c'est Pierre, c'est Drieux-La Rochelle. Drieux-La Rochelle, jeune, et pendant ce temps, Aragon se demandait, bien conscient de la situation particulière que vivait son ami, si son bouquin déjà avait pu lui parvenir, si il avait eu assez de force, de courage, de motivation pour se mettre à le lire, s'il s'était reconnu bien sûr dans le personnage, ce qu'il en avait pensé. Si vous souhaitez explorer l'amitié de Rieux-Aragon, le livre, à mon sens, oui, le plus fouillé qui ait été publié jusqu'à présent, le suivant qui va apparaître, celui de Maurizio Serra. Oui, dans La Petite Vermillon, on en a proposé une édition de poche en 2011, le livre Les Frères séparés. Il s'agit, oui, de l'amitié de Rieux-Aragon, de Pierre et de Louis, mais aussi il est également question de leur rapport respectif avec André Malraux. Et ça s'appelle Les Frères séparés de Rieux-Aragon-Malraux, face à l'histoire. Maurizio Serra à La Petite Vermillon. Oui, à mon sens, on n'a pas encore fait mieux pour cet aspect-là, hein, pour l'amitié de Rieux et d'Aragon. Et pour explorer, voilà, je parlais il y a quelques instants de son ultime période, hein, ce numéro rend hommage à son grand départ en mars 45. Et si vous voulez explorer sa dernière année, il y a le livre d'Aude Terré. Elle écrit très bien. Aude Terré, j'apprécie beaucoup. C'est la classe, hein. Vraiment, j'apprécie son écriture. Le livre, le voici. Aude Terré, Les derniers jours. Il est où? Il est... Oh là là, je suis... C'est vraiment... C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a, on va parler d'un complot. Vous allez me dire que c'est un complot contre Funeste Fred. Dans le livre d'Aude Terré, déjà, on va suivre Drieux, son itinéraire des derniers temps. D'abord chez lui, dans le 7e arrondissement, rue de Breteuil, jusqu'au moment du débarquement en Normandie et de sa première tentative. Hein, et je ne complète pas, je dis sa première tentative car c'est un mot à risque sur cette plateforme à ce que j'ai pu comprendre et ensuite sa première planque à la rue de Grenelle dans un appartement qui appartient au patron de sa première épouse, de son ex-épouse Colette et le patron c'est le directeur de l'Institut Pasteur et ensuite il y aura son autre planque à l'extérieur de Paris dans les Yvelines. Oui, dans les Yvelines, dans la localité d'Orgeval et puis le retour à Paris, pour hélas, fatalement, ce sera son terminus, de la rue Ferdinand, au numéro je cherche le bouquin d'Aude Terré, permettez, le terminus, de la rue, Saint-Ferdinand au numéro 17. Permettez. Aude Terré, les derniers jours de Pierre, et pardon encore, les derniers jours de Pierre Drieux-La Rochelle. Oui, c'est une photo assez connue. Là, c'est dans les années 40, au moment où, oui, il est à son bureau, il dirige la NRF dont il a repris la direction de la Nouvelle Revue Française. Après la démission, le départ de Jean Paulhan et on suit l'itinéraire de Drieux et on va rapidement se rendre compte que dans cette ultime période, il est franchement à la merci des femmes. On peut les évoquer en quelques lignes, hein, vous les présenter en quelques mots. Ses deux épouses d'abord. Oui, ses deux ex-épouses avec lesquelles il avait gardé de très bons rapports. Sa première, Colette Géramec, un premier mariage de 1917 à 21. Colette, juive, qui sera sur le point, elle est à Drancy en 1943.
Elle avait été sur le point d'être déportée avec, les 2 enfants qu'elle avait eus de son mariage ultérieur, mais Drieux était intervenu assez rapidement auprès du remplaçant d'Abetz pour la faire libérer. Je ne rapporte pas ce type d'informations, pour redorer son blason, pour le réhabiliter. Ce n'est pas le but de ce numéro. Je renvoie tout à votre plus entière appréciation. Il va sans dire, mais il était intervenu pour elle de la même manière qu'il était intervenu en faveur d'Aragon auprès du chef responsable de la, comment ça s'appelait, la Propagandstaffel, le centre de la censure autant que l'occupation de l'occupant allemand, et lors, de manière à ce qu'on ne fit pas de mal à Aragon, et Aragon était conscient, oui, il était bien conscient que Drieux, sa collaboration avait été avant tout intellectuelle, hein, il n'avait livré aucun des leurs, et au contraire, au moment de reprendre la direction de la NRF, il avait permis Aragon, pardon, on était bien conscient. Il avait sa prise de fonction à la NRF avait permis assez rapidement, là encore, le retour en France des écrivains français déportés, en Allemagne. Alors, quand je vous dis à la merci des femmes, sa première épouse Colette, ex-épouse, et puis sa seconde, elle, c'est, on peut dire que, bon, Colette, une femme, oui, une femme sérieuse, pragmatique, honorable, dans l'ensemble. Olesia, sa deuxième polonaise, oui, d'origine polonaise, Olesia, leur mariage a duré 2 ans, ils se sont séparés en 1929. Olesia, c'est la plus douce, la plus patiente, et celle qui va le plus, s'efforcer, quitte à s'y prendre de façon maladroite, mais toujours avec bon cœur, comme on dit, oui, de tenter comme de lui remonter le moral. Olesia, non, Colette, Olesia, ses 2 ex. Il y a Christiane, bien entendu, et il y a également une riche américaine. C'est elle, la propriétaire de sa planque au clos, dans les Yvelines. C'est Mrs. Noel Murphy, riche américaine, très cultivée. Drieux adore. Il adore, à chaque fois que, ça leur sera, ou que ça leur sera encore possible, passer des soirées, des heures à discuter avec elle. Elle aurait été sa dernière conquête, et il l'a surnommée la Sibylle Murphy. Oui, cette américaine cultivée, qu'on nous présente aussi, comme très libre d'esprit et très brave, elle allait régulièrement, elle prenait son vélo pour aller régulièrement le réapprovisionner en cigarettes, bien brave, mais il dut y avoir, et pour sûr, il y eut plus brave encore, i car ce serait bien de parler aussi de sa cuisinière, qui est restée avec lui jusqu'au bout, qui a tenu le coup jusqu'au bout, et qui a été, pour ainsi dire, la seule à un moment à, on ne va pas dire ne pas se laisser faire, mais c'est la seule dans l'absolu qui aura à un moment vraiment riposté. Parce qu'il faut bien se dire que Drieux, il n'est pas content du tout, même si, tout comme Aragon dans sa jeunesse, il ne répugnait pas à se faire entretenir par elle dans les circonstances présentes de sa dernière année, oui, de ce qu'il est astreint à traverser, à vivre. Il n'est pas content du tout, d'être à la merci de ces femmes, hein, et je pense que c'est tout juste pour rester poli qu'il écrit salaud, mais on comprend bien pour notre part qu'il faut entendre salope, quand il râle au sujet de ces salopes, qui lui ont fait rater son suicide, à cause, oui, à cause de qui il est toujours en vie, et ça, et il râle, et il est pas content, et sa cuisinière, sera la seule vraiment à riposter un jour. Elle en peut plus, dans les derniers mois, il vient un moment où elle en peut plus, et elle ne supporte plus, de le voir quand il veut encore se montrer, encore hautain et désagréable, et là, elle se tourne vers lui, elle le fixe et lui dit: «Bon, vous savez ce que ça fait d'être la femme d'un collabo? Hein? Vous savez, vous? Si c'est pas malheureux», et elle s'en va, et après ça, il ne dira, figurez-vous, il ne dira plus rien.
Gabrielle, c'est elle qui le retrouvera au matin du 16 mars 1945 à Paris, à la rue Saint-Ferdinand. Elle le retrouvera sur une chaise près de son lavabo après avoir avalé dans le courant de la nuit 4 tubes de Gardénal et ouvert le gaz. Oui. Gabrielle, je pense qu'elle méritait bien un petit hommage aussi. L'histoire de Drieux, le Drieux des derniers temps et le Drieux à la merci des femmes, ça, il faut aller dans le très très bon livre, très 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 accessible, hein, même si vous n'avez jamais rien lu sur la littérature française contemporaine ou de l'entre-deux-guerres du siècle dernier, c'est pas grave, c'est très agréable, c'est très accessible. Le livre de Madame Aude Terré, en enluminure de ce numéro. Oui, en enluminure. Nos nuits sont plus belles que vos jours, hein, et j'ai choisi un tableau. Oh, c'est un tableau qui serait davantage nocturne que diurne pour sûr, hein. Vous allez voir, j'ai choisi de Picasso Maya à la poupée. 1939, je crois, dont on a dit. C'est la peinture, le tableau qui me fait le plus songer à Drieux en général. C'est ce tableau de Picasso dont on a dit qu'il était le symbole, quand on s'arrêtait un instant et qu'on le fixait bien, le symbole d'un monde, d'une civilisation, d'un monde à l'agonie, qui agonise, comme ça peut être, je crois bien aussi, le symbole de la décadence, d'une décadence, et n'allez pas entendre ici, au sens du beauf qui justement va trouver ça insupportable et partant décadent de faire des tableaux comme ici où le nez n'est pas forcément au milieu du visage, ce genre d'appréciation pour définir la décadence, non, pas du tout, mais la décadence en tant que... Quand vous avez en tant que sentiment ou individuel ou collectif, à tort ou à raison, le sentiment, quand vous l'avez que tout, et absolument tout fout le camp. Voilà, dans ce sens-là. Maya a la poupée de Pablo pour enluminure de ce numéro. Et le texte de clôture, nous restons dans l'art, dans la peinture, pas sur Picasso, mais sur Van Gogh. Je vérifie que je vous ai bien montré tous les bouquins que je voulais, oui, sauf celui qui arrive, le petit noir. On demande le petit noir, s'il vous plaît, oui, qui se promène, qui voilà, ici, franchement, ne passez pas à côté. Si vous les voyez, ils sont relativement bon marché en petit format. Ces cahiers de Lerne, hein, oui, tous les petits cahiers de Lerne portant la signature de Drieux, faites-en l'acquisition. Hein, la plupart du temps, ce sont des essais, micro-essais, des articles qu'on a regroupés, hein. Ici, artistes et prophètes. Oui, franchement, ils sont tous très très bons. Ils ont été édités dans un passé. Oui, je ne me rends pas toujours compte que les années ont passé. C'est dans le courant des 20 dernières années. Voici. Alors, sur Van Gogh, le fameux texte Artistes et prophètes. Je ne suis pas, bien entendu, comme c'est indiqué en dessous de chacune de mes vidéos, solidaire à 100% de tout ce qu'ont pu dire, écrire et faire les artistes auxquels je me réfère. Nous nous référons. Merci à vous de m'avoir suivi. Hmm. Artiste et prophète, on se retrouve dans un peu moins. Oui, il y aura, j'ajoute quelques petits éléments encore, quelques petites infos. Si ça peut vous. C'est peut-être une méthode comme une autre de vous retenir, je ne sais pas. Bon, peu importe, mais il y aura encore quelques petits éléments après lecture. Lecture d'artistes et prophètes. On se retrouve dans moins d'une petite semaine pour Funeste Fred. Ce sera le 26 ou le 27. Un hasard de conversation m'a remis en mémoire ce fait qui avait l'autre année éveillé en moi certaines réflexions.
Les hitlériens ont banni des musées allemands l'œuvre de Vincent van Gogh. Or, ce peintre violent et désespéré me paraît l'un des précurseurs de Hitler. Que les précurseurs soient ignorés ou reniés par les hommes d'action qui ont pourtant bénéficié de leurs travaux d'avant-garde, cela n'est pas nouveau. Je dis ignoré ou renié. Il est probable que les fonctionnaires nazis qui ont décrété l'élimination du peintre hollandais n'avaient jamais vu ces toiles ou n'avaient fait aucun effort pour les comprendre, ce qui revient au même. Qu'il les ait confondus et condamnés pêle-mêle avec les œuvres d'inspiration fort différentes des écoles récentes souligne ce fait d'ignorance et d'incompréhension. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'il n'est pas besoin d'être nazi pour ne rien comprendre à la peinture moderne et que le geste hitlérien satisfait la crainte et la haine secrète ou avouée de beaucoup de nos contemporains. Si l'on exige à la porte des musées le dépôt des parapluies, c'est que bien des paisibles bourgeois pourraient transformer ces instruments défensifs en armes offensives pour assouvir d'obscures colères. En ce sens, Hitler n'aurait fait que renforcer la pointe de métal qui est au bout de l'ustensile cher à Joseph Prudhomme et à Monsieur Chamberlain. Curieuse rencontre. Mais parmi les inquisiteurs hitlériens qui ont mis au pas les différentes activités culturelles, il en est de plus conscients et qui savaient à peu près ce qu'ils faisaient. Leurs écrits et leurs discours le prouvent, ceux-ci n'ont pas ignoré, mais renié. Ils veulent détruire tout l'aspect convulsif de l'art des derniers lustres. Or, eux-mêmes, dans leur mouvement révolutionnaire, sont l'expression la plus certaine du caractère convulsif de l'esprit du siècle. Sans doute rêvent-ils de sortir de cette convulsion qui les a mis au monde. Il y a là une attitude constante des hommes d'action envers les intellectuels et les artistes. Les hommes d'action n'aiment pas les hommes de pensée, ceux-ci parfois le leur rendent bien. Les hommes d'action craignent et abhorrent tout ce qui leur offre une image trop précise, une fixation définitive des circonstances tourmentées où s'est formée leur impulsion. Il est vrai que les écrivains et les artistes gravent dans le papier ou la toile le souvenir de ces circonstances avec un soin fort indiscret. Au bout de quelques années, les hommes d'une révolution politique, une fois installés au pouvoir, rejettent par un mouvement d'abord instinctif puis mieux médité les tableaux, les musiques ou les livres qui remémorent avec une insistance gênante l'atmosphère trouble où s'est formé le nouveau climat. Autrefois, les protestants allemands et anglais, les jacobins français ont repoussé dans l'ombre bien des pensées et bien des images qui expliquaient les premiers élans de leur fureur. Par exemple, la Révolution française a mis en prison le marquis de Sade, qui avait par trop souligné dans ses œuvres pornographiques le déchaînement sexuel qui prélude à tout séisme social. Ces temps-ci, les fascistes italiens et les bolcheviks russes ont manifesté leur ingratitude à l'égard des audacieux qui avaient été leurs avant-coureurs par des idées et des images. Mussolini a admis dans l'Académie italienne Marinetti vieilli et relativement assagi, mais il n'a pas ouvert les portes des musées à l'œuvre picturale et sculpturale des futuristes qui avait préfiguré de la façon la plus téméraire et la plus provocante les violences fascistes. Les bolcheviks ont bientôt réduit au désespoir les poètes et les peintres qui avaient salué leur avènement. Esnine et Mayakovsky se sont suicidés. D'autres ont été réduits au silence, exilés ou fusillés. J'ai vainement cherché dans le musée de Moscou les œuvres qui avaient été en honneur au premier jour de la Révolution. Certes, les œuvres de l'avant-garde française étaient encore là, les œuvres de Braque, de Léger, de Matisse, de Picasso, mais ce n'était pas vers elles que les guides officiels dirigeaient les troupes de badauds, c'était vers les œuvres les plus conventionnelles,
et les plus banales, de la peinture du siècle dernier. Devant cette peinture-là, guides et guidés communiaient, en toute paresse. Ils se détournaient aussi de la salle où je restais, à peu près seul. Seul pendant 1 heure, et salle qui renfermait l'inestimable trésor des vieilles icônes, arrachées aux couvents et aux églises. L'action politique a toujours, à un moment, un réflexe réactionnaire et conservateur par rapport aux entreprises de l'esprit. Ce n'est que dans le tout premier moment d'une révolution qu'il y a contact senti et reconnu entre les pensées et les actes. Ou bien alors, beaucoup plus tard, quand les actes sont morts, comme les pensées ou les images des savants, qui ne dérangent plus personne par leurs soins funéraires, rétablissent les justes rapports entre ce qu'une époque pense et ce qu'elle accomplit, entre les outrances de l'un et l'autre plan. Pour en revenir à Van Gogh, je ne puis m'empêcher de trouver un caractère éminemment prophétique au tableau de la fin de sa vie, peint dans la demi-démence qui a précédé sa mort. Ces énormes soleils qui roulent sur des campagnes ravagées annoncent bien cette révolution du nihilisme dont Hermann Röchling nous dit qu'elle est la révolution hitlérienne. Un autre fou qui était à peu près le contemporain de Van Gogh, Nietzsche, expliquait en termes parfaitement clairs que son évangile de la volonté de puissance allait jaillir sur la sinistre toile de fond du nihilisme européen. Nietzsche, au moment où sa pensée se contractait jusqu'à éclater, se disait l'antéchrist ou le nouveau Christ qui renversait les tables de valeur posées par l'ancien Christ. Il aurait pu dire plus exactement comme Jean le Baptiste dans l'évangile de Jean, celui qui vient derrière moi a passé devant moi parce qu'il était avant moi. Car en effet, en dépit de toutes les élévations et de toutes les sublimations et de toutes les subtilisations de la philosophie de ces années paisibles, il y avait dans Nietzsche une certaine fureur germanique qui en faisait, si l'on veut, l'annonciateur dans le désert de Hitler. Je l'ai souvent noté dans ces colonnes, on trouve dans l'œuvre d'art d'un grand écrivain tout de l'âge qui le suit, le meilleur et le pire, le plus grossier et le plus fin. D'avance, l'anathème et la louange sur ce qui va s'accomplir sont inscrits par sa plume de nerveux et de voyant. Nietzsche a facilité la venue de Hitler et aussi a préparé les sentences les plus sévères dont on puisse l'accabler. Il a rêvé dans un plan surréel une société aristocratique qu'on ne peut reconnaître dans les traits réels d'aucune société passée ou présente, mais il a aussi pressenti le débordement des formes actuelles en Allemagne, et ce pressentiment lui a donné une sorte d'ivresse écrasante qui n'a pas peu contribué à sa folie, bien que l'essentiel de celle-ci vint d'une angoisse philosophique transcendant ce bas monde. En tout cas, on pourrait éditer ces temps-ci un recueil d'extraits de Nietzsche qui serait comme une apocalypse de ce siècle. Cette apocalypse prendrait un aspect singulièrement émouvant si on l'illustrait de quelques reproductions de Van Gogh. La critique, tout attachée à des notations techniques, n'a pas suffisamment dégagé l'ample signification de cet artiste qui a été le seul grand peintre produit par le monde nordique depuis le XVIe siècle. C'est en plus d'un point que ce grand solitaire pourrait être comparé à cet autre grand solitaire que fut Nietzsche. L'un et l'autre étaient nés dans un milieu de mystiques protestantes. L'un et l'autre ont été irrésistiblement attirés par le soleil méridional. L'un et l'autre ont d'abord façonné leur âme tumultueuse et sombre aux disciplines plastiques de l'esprit et de l'art méditerranéen. Et puis, l'un et l'autre sont rentrés pour y sombrer dans la vision catastrophique des ciels septentrionaux. Artistes miraculeux, douloureux et terribles prophètes accablés par leurs prophéties. Pour la nation en espagnol, fin de 1939, Pierre Drieux La Rochelle. C'est
Christiane qui prit entièrement en charge les frais pour les funérailles de Pierre et sur sa tombe, dans un petit côté discrètement, du côté droit sur le pan latéral, elle fit écrire en initiales de façon assez codée BAS. Beloupia à Saïb. Beloupia pour Saïb. Quant au légataire, c'est bien connu, quant au légataire universel pour ses œuvres littéraires, le légataire universel des œuvres littéraires de Pierre Drieux-La Rochelle, bien sûr, ce fut Louis Aragon. Merci à vous.